Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle rubrique qui servira de référence désormais sur notre chaîne YouTube. Nous allons essayer ici de faire un tour d'horizon de tout ce que vous devez savoir et pouvez faire en observation visuelle et en imagerie planétaire. Depuis la simple observation à l'œil nu et en passant par l'intermédiaire de divers instruments, jusqu'à la réalisation de ses propres images, nous vous emmenons à la découverte des principales caractéristiques des planètes du système solaire et allons vous donner tous nos conseils pour réaliser au mieux vos observations. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas ici pour débattre de la théorie, mais pour parler astropratique. Et qui de mieux pour en parler avec moi que Mathieu, qui s'est trouvé depuis déjà quelque temps une prédilection à ce domaine particulier de l'astronomie amateur. Et c'est Mercure qui constituera notre objectif dans le cadre de cette émission spéciale. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et commençons par parler de la période de visibilité de la planète. Et là, étonnamment, quand habituellement, là où on parle d'opposition, dans le cas de Mercure, on parle d'élongation pour définir le meilleur moment pour l'observer. Exactement. Alors, c'est quoi une élongation? Eh bien, en fait, il faut considérer que Mercure, c'est une planète qui est intérieure à l'orbite terrestre. C'est d'ailleurs même la plus proche du Soleil, hein. Elle ne s'en éloigne donc jamais vraiment beaucoup de notre point de vue. Et concrètement, eh bien, ça signifie qu'on ne la verra jamais en pleine nuit dans le ciel. Alors, lors de ces élongations, c'est-à-dire les moments d'éloignement maximal apparent au Soleil vus depuis la Terre, eh bien, en fait, la séparation de Mercure d'avec le Soleil peut aller de 18 degrés lorsqu'elle est au périhélie jusqu'à 28 degrés lorsqu'elle se trouve à l'aphélie de son point orbital. Alors, pour une période synodique complète, je rappelle qu'une période synodique complète pour Mercure, c'est 116 jours, soit 3 mois et 26 jours, eh bien, elle effectue deux élongations. Donc, visible au crépuscule, on parle d'élongation est, car elle se trouve eh bien, à l'est du Soleil, et observable à l'aube, d'élongation ouest, car placée vers l'ouest par rapport au Soleil. Entre deux élongations, donc, peuvent s'écouler entre environ 1 mois et 10 jours et 2 mois et demi. Les élongations les plus favorables pour son observation se produisent souvent en mars-avril ou bien en septembre-octobre. Mais cependant, pour une question d'angle d'intersection de l'orbite de la planète avec l'écliptique, et donc entre parenthèses l'horizon, eh bien sa visibilité avantage plutôt notre hémisphère sud. En plus d'élongation, on utilise un deuxième terme qui est la conjonction. Voilà, et la conjonction, eh bien c'est l'inverse de l'élongation. Mercure est au plus proche du Soleil de notre point de vue, donc dite supérieure, la planète se trouve de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre sur son orbite. Lorsque la conjonction est dite inférieure, eh bien Mercure se trouve presque exactement entre le Soleil et la Terre, à sa distance minimale avec la Terre. Donc dans cette dernière configuration, qui peut d'ailleurs déboucher sur un transit solaire, la distance entre Mercure et la Terre peut tomber jusqu'à 80 millions de kilomètres. Et comme elle ne s'en éloigne au maximum qu'à 220 millions de kilomètres, eh bien en fait, Mercure, c'est la plupart du temps la planète la plus proche de la Terre. Et pour en revenir au transit solaire de Mercure, eh bien en fait, ils n'ont lieu qu'en mai ou en novembre, par intervalle de 7, 13 ou 33 ans. Vous voyez, c'est très précis, hein, ce qui représente une fréquence d'environ 13 ou 14 transits de Mercure devant le Soleil par siècle. Commençons par parler observation visuelle. Est-il possible de la voir à l'œil nu ou vaut-il mieux utiliser une paire de jumelles? Bah, en fait, la magnitude de Mercure est très variable, hein,
Et en fait, c'est pas toujours aisé de la trouver dans un ciel qui n'est jamais parfaitement noir, en fait. Alors, de moins 2,3, elle peut tomber à plus 5,7. C'est aussi faible que la lointaine Uranus. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il faudra une paire de jumelles pour en faire le repérage. Qu'en est-il maintenant dans un instrument optique d'initiation? Bah, dans une petite lunette astro, le point lumineux de Mercure, qui est non résolu, commence à prendre forme. Elle présente, comme pour Vénus, des phases, en fait. Alors, quand elle est pleine autour de sa conjonction supérieure avec le Soleil, eh bien, elle est toute petite, parce qu'elle est très loin de nous, forcément, et son diamètre apparent n'est que de 4,5 secondes d'arc. C'est à peine plus gros qu'Uranus, comme je le disais tout à l'heure. Alors, en se rapprochant de nous, elle passe progressivement par un état gibbeux, puis en quartier, à proximité de ses élongations maximales au Soleil. Alors, puis son croissant va s'affiner jusqu'à disparaître en conjonction inférieure. Nous ne voyons plus rien car elle nous présente son côté nuit. Mais comme elle est plus proche de nous, eh bien, sa taille angulaire peut atteindre jusqu'à 13 secondes d'arc. Et c'est lors de cette occasion que parfois Mercure passe directement entre le Soleil et nous, et donc apparaît en ombre chinoise devant le Soleil, dans ce qu'on appelle donc un transit solaire. Mais contrairement à Vénus, eh bien, c'est lorsqu'elle est en conjonction supérieure, c'est-à-dire à sa distance maximale avec nous, qu'elle atteint sa luminosité maximale, qui est supérieure à celle de l'étoile Sirius. Et c'est en effet à ce moment qu'elle présente sa plus grande surface éclairée visible et l'effet dit d'opposition compense la distance. Bon, malheureusement, cette apparition en phase pleine n'est pas compatible avec l'observation pratique car l'astre bien, est trop proche du Soleil. Petite question en aparté que l'on se pose toutes et tous à ce stade, mais de quelle couleur est cette planète? Eh bien, visuellement, Mercure apparaît d'une teinte qui est plutôt orangée, alors qu'en réalité, sa couleur véritable tire sur le gris. Alors ça, c'est causé par le fait que Mercure n'est jamais visible autrement qu'à travers les basses couches de notre atmosphère qui tendent à allonger la longueur d'onde de la lumière qui la traverse. Et cette même raison, eh bien, donne un aspect flamboyant à un lever ou un coucher de soleil d'ailleurs. Mais une observation diurne de la planète eh bien, apportera une meilleure neutralité des couleurs et moins de dispersion atmosphérique. Mais bon, effectivement, la présence du Soleil à proximité impose une grande prudence, évidemment. Hormis sa couleur, que peut-on espérer voir d'autre d'une planète aussi petite? Alors déjà, il faut noter une chose, c'est que l'inclinaison axiale de Mercure étant quasiment nulle, eh bien, ces deux pôles ne sont jamais visibles et restent plongés dans une ombre donc permanente. Alors, en ce qui concerne l'observation de Mercure, eh bien, généralement, elle reste assez avare en détail, non pas tant à cause de sa petite taille apparente ou de sa distance à nous, mais plutôt dû au contexte de sa visibilité. Quand on est basse sur l'horizon, son observation aux instruments dans un ciel sombre reste sujet aux turbulences atmosphériques, mais aussi à la dispersion qui donne un aspect arc-en-ciel au disque planétaire. Et en observation diurne, c'est un autre obstacle qui se pose parce que la lumière solaire est très forte et l'objet baigne dans un ciel lumineux. Les contrastes sont par conséquent fortement atténués. Bon, toutefois, avec un bon télescope d'au moins 150-200 mm d'ouverture, il est possible, je dis bien, il est possible de saisir de vagues nuances d'albédo à sa surface. Alors, ces taches qui sont plus claires ou plus sombres peuvent être corrélées à des formations géologiques contrastées que l'on pourra identifier avec une carte ou un atlas virtuel, par exemple. Alors, entre autres, vous avez le logiciel WinJupos qui permet déjà de simuler avec exactitude l'aspect réel de la planète à n'importe quel moment.
Très pratique pour préparer à l'avance une observation, mais aussi un juge de paix pour confirmer si un détail observé est réel ou non. Et puis, bon, parmi les meilleurs compagnons de l'observateur amateur peut aussi se trouver un filtre Vraten rouge, idéal pour atténuer l'impact de la turbulence atmosphérique notamment. Après la partie observation, évoquons la partie imagerie de la planète. Alors, quel conseil peux-tu nous distiller, Mathieu, sur la prise des acquisitions? Mercure est généralement suffisamment brillante pour permettre des acquisitions vidéo avec un temps d'exposition très court, possiblement moins de 10 millisecondes. Et ce n'est pas trop pour parvenir à figer une turbulence bien souvent au taquet, à faible élévation. Alors faible élévation qui nécessite la présence d'un ADC, donc d'un correcteur de dispersion atmosphérique, dans le train d'imagerie si l'on veut espérer obtenir une résolution d'image optimale. Et puis face aux aléas des remous atmosphériques, eh bien, pourquoi là encore ne pas céder d'un filtre rouge ou proche infrarouge, comme on le ferait par exemple en observation visuelle. Alors autre question qu'on pourrait se poser également, la planète effectuant une rotation complète en 58 jours terrestres sur elle-même, eh bien la durée des captures unitaires n'est plus vraiment une limite. De toute manière, avec une cadence rapide, une capture vidéo de 10 minutes est déjà largement suffisante. Alors, tu viens de parler du proche infrarouge. Est-ce que la planète se prête à la photographie dans d'autres longueurs d'onde? Alors, dans le multispectral, enfin, je veux dire, dans la pratique, le multispectral n'apporte rien ou quasiment rien concernant Mercure. Il est donc inutile d'aller chercher loin en infrarouge ou même du côté de l'ultraviolet ou du bleu, surtout au vu des contraintes atmosphériques en fait. Alors, cela dit, une observation enrichissante à réaliser qui n'exige pas d'instrumentation optique concerne l'atmosphère de Mercure. Celle-ci est extrêmement ténue, n'est protégée qu'insuffisamment par une magnétosphère faible et subit donc une pression partielle du vent solaire qui a pour conséquence eh bien, d'arracher les particules atmosphériques à Mercure. Alors, parmi ces composants principaux, on trouve notamment le sodium ionisé. L'atmosphère de Mercure en elle-même n'est pas directement observable en fait, hein, mais le sodium ionisé qui la compose et qui en est éjecté, qui traîne donc derrière la planète, peut être observé en grand champ avec un boîtier photo classique, mais équipé d'un filtre qui va être centré sur 589 nanomètres, où se trouve l'arrêt d'absorption du sodium. Alors cette queue de sodium qui peut s'étaler sur plusieurs degrés dans le ciel, elle atteint un pic de luminosité lorsque la planète Mercure est à plus ou moins 16 jours de son périhélie. Alors cette observation doit se faire lorsque le ciel est encore sombre, autant que possible, 1 heure avant le lever ou après le coucher du soleil. Eh bien, merci à toi, Mathieu, d'avoir pris le temps de partager avec nous tous ces précieux conseils. Et je note, soit dit en passant, que tu partages également tes travaux pratiques sur ta propre chaîne YouTube, L'Explorateur du ciel. Donc, une large part de ton contenu présente notamment tes résultats en imagerie planétaire. Et on y trouve même des tutos d'utilisation de certains logiciels. Merci enfin à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et bien sûr, partager si cette vidéo vous a plu. Retrouvez donc cette vidéo et d'autres contenus similaires sous la playlist Observation et imagerie planétaire, ainsi que d'autres vidéos qui vous intéresseront plus spécifiquement. En attendant de nous retrouver très vite sur la chaîne, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon ciel et une bonne mise en pratique de tous ces précieux conseils.